Bonjour à tous et à toutes, ou devrais-je dire bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode spécial de Sur la Terre des Hommes. Un épisode live, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, qui sont rares, ma foi. On les garde pour des grandes exclusivités ou des invités qui méritent l'attention de tous nos followers. Je crois que ce soir, les gens vont en avoir pour leur argent, même si le show est gratuit. Absolument, absolument. Sur la Terre des Hommes est gratuit et le restera pour l'éternité. Alors, voilà. Mais, par exemple, vous pouvez devenir patron de Sur la Terre des Hommes sans aucun problème. Notre invité ce soir, mon cher Jonathan Saint-Pierre, William Raymond du podcast La Chute. William, comment vas-tu? Très bien, et je souriais, c'était absolument pas pour me moquer parce que je passe par le même exercice dans mon émission dans La Chute sur YouTube, où j'explique aux gens que c'est gratuit, c'est une volonté que ce soit gratuit et de rester comme ça. Mais par contre, c'est vrai que donc ce soir, si vous regardez l'émission sur la Terre des Hommes et que vous avez la possibilité de contribuer parce que on a besoin de ce genre d'informations avec des invités et des sujets que vous voyez pas forcément, vous écoutez pas forcément à la télévision. Donc voilà, contribuer. Oui, voilà. Puis, c'est une très belle publicité. Je tiens à dire juste d'entrée de jeu que malheureusement, nous au Québec, si c'est en même temps que le débat des chefs, des 4 principaux chefs de partis politiques, donc on espère que les gens vont avoir eu l'idée d'écouter un bon podcast plutôt que des personnes qui s'obstinent pour les mêmes sujets depuis 40 ans. Donc, je dirais, c'est un bon résumé. Ouais. Et puis, je rassure vos spectateurs, je n'ai aucune velléité électorale moi-même. Donc ça va. D'accord. J'ai rien à vendre. Mais je te dirais, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, que le choix est facile entre un épisode live de Sur la Terre des Hommes qui arrive, ma foi, une fois aux 5 mois, et puis le débat des chefs qu'on entend les mêmes choses depuis 60 ans. Alors, voilà. Alors, on commence là. Voilà. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à nos patrons qui sont toujours là. Bienvenue à vous qui êtes auditeurs, qui est aussi abonné de Sur la Terre des Hommes, je l'espère. Bienvenue dans ce live. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste expliquer un peu le fonctionnement de StreamYard de mon cher Joe Saint-Pierre. Alors, vous voyez que dans le fond, vous pouvez commenter. Hein? C'est un live sur Facebook, sur les plateformes de Sur la Terre des Hommes, la page, dans le fond. La page Facebook aussi, le groupe privé Sur la Terre des Hommes, la communauté, et puis la page de Jonathan le prof. Alors, on est partout ce soir en espérant que mon ordinateur ne manque pas de charbon et puis qu'il n'y ait pas de problème technique. Alors, vous pouvez commenter en tout temps. Si vous avez des questions pour William pendant l'épisode, ne vous gênez surtout pas. On va pouvoir les montrer devant tout le monde. Alors, il y a un lien. Il y a un lien StreamYard dans la publication. Que vous soyez sur une des 3 pages, un lien StreamYard, n'ayez pas peur de vous connecter. Et puis comme ça va nous permettre de montrer vos commentaires. Comme ceci, Simon Robitaille qui montre l'indéfectible et immortelle planète de Sur la Terre des Hommes. Alors, ne vous gênez surtout pas pour poster vos commentaires. William Raymond, premièrement, je veux te remercier d'avoir accepté notre invitation à Sur la Terre des Hommes. Tu as devant toi 2 fans de la première heure de La Chute. Mais avant, La Chute, qu'est-ce que c'est au juste, mon cher? La Chute, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prévu et qui est pas. C'est un podcast, comment vous appelez ça au Québec? Une balado-diffusion, mais c'est très peu de gens. Donc, un podcast qui est né lors de cette période extrêmement trouble que nous avons vécue entre novembre entre novembre 2020, donc entre l'élection américaine et la prise de pouvoir de Biden, lorsqu'on a vécu cette période trouble. J'avais commencé sur Twitter à tous les matins à résumer un petit peu ce qui s'était passé, à faire de l'analyse, du décryptage, à répondre aux questions, à rassurer beaucoup parce qu'il y avait une grosse inquiétude à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut aller plus loin. Et donc,
j'ai la chance d'avoir un fils qui me suit dans toutes ces aventures. J'en ai 2 maintenant qui travaillent sur la chute. Ah, Mais wow. à ce moment-là, c'était que Thomas, il a dit, bon, lançons un podcast. Donc, j'ai investi, j'ai acheté le matériel, tout ça. Je n'avais jamais fait de ma vie. Lui non plus. On a lancé un podcast où j'essayais d'analyser les événements et d'aller plus loin que l'actualité pour donner une grille de lecture au public, pour essayer de les rassurer et pour donner du sens à tout ça, parce qu'on était dans une espèce de frénésie d'information où on entendait tout ce contraire, et surtout on était bombardé par les fake news. Et donc j'ai fait ce travail-là de journaliste d'enquête, et voilà, c'était la chute, et je l'ai arrêté après l'élection. Je devais la continuer, puis je me suis rendu compte que j'étais complètement épuisé, et qu'il en allait ça paraît fou de le dire, mais il en allait de ma santé mentale, que de suivre Trump et d'être en permanence dans ce monde complètement fou des QAnon, etc., que c'était toxique. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Et puis les questions sont revenues sur Twitter, et je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable besoin, et chez moi une véritable envie, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une émission gratuite que je prends sur mon temps, mais j'avais envie de partager ça. J'adore l'aspect convivial. Donc nous on n'est pas sur Facebook, on est sur YouTube, et donc les gens, on est diffusé en direct 2 fois par semaine, je crois que c'est à 15h heure du Québec, et les personnes viennent sur le chat écrire des messages, poser des questions. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis dit, autant faire quelque chose de différent. Si c'est pour aller faire ce qu'on fait depuis 20 ans, 30 ans, qui est de parler tout seul devant un micro, bon, ça a été déjà fait, ça m'intéressait pas. Et donc, j'adore ça. Et donc, l'émission est revenue il y a 2-3 semaines. On l'a sortie dans l'été pour pouvoir se tester sur le format, l'heure, etc., etc. Et ça fonctionne. Voilà. Et puis, c'est revenu sur une période, dans le fond, bi-hebdomadaire, la chute. Hein? Avant, c'était un épisode par semaine, si je ne me trompe, William? C'est ça. Et maintenant, c'est le lundi et le vendredi. Parfait. Ça me fait rire parce que quand j'en ai parlé à Thomas, donc, qui est le producteur d'émission, je lui ai dit, bon, c'est quand même beaucoup de travail. Je pense qu'on va en faire une de temps en temps, et puis on verra. Et au bout de 2 émissions, on s'est regardé, on s'est dit, non, finalement, on va en faire 2 par semaine. Mais il y a tellement de choses à dire sur l'actualité. On pourra en faire une tous les jours. Absolument. On pourrait en faire une tous les jours. Absolument, tu pourrais peut-être vivre de la chute, hein, voilà. Alors, ça pourrait être tous les jours, et puis il y aurait toujours quelque chose à dire, et peut-être même qu'il y aurait des éléments qui passeraient sous le radar, parce qu'il y en a trop à dire sur les États-Unis, surtout depuis 4-5 ans, on s'entend avec l'élection de Donald Trump. Avant de plonger dans le sujet principal, je voulais parler surtout du mouvement MAGA. Alors, les gens Make America Great Again. Juste faire une petite explication, mon cher William. Comment c'est né ce mouvement-là, MAGA? Comment que les gens ont pu embarquer dans un tel mouvement mené par l'administration, pas l'administration, mais par Donald Trump en campagne, et puis pour justement l'amener au pouvoir? Comment ça s'est matérialisé, ça? Ouais, je crois que c'est le coup de génie de Trump, et à travers lui le coup de génie de Steve Bannon, qui était en 2016, qui est le cerveau derrière ce mouvement populiste américain. Et il faut le garder en tête, ce qui intéresse Steve Bannon, c'est pas non seulement un mouvement populiste américain, mais qui est international. Il va faire des conférences en Italie, en France. Il travaille avec des leaders politiques de l'extrême droite dans d'autres pays pour les amener au pouvoir. Et donc, le coup de génie de Bannon, ça a été de voir cette espèce d'Amérique qui existait déjà. MAGA existait d'une certaine manière avant Trump. Il y avait ces espèces de délaissés, parce que sur le fond, ce sont des délaissés du rêve américain, qui voient leur monde complètement s'effondrer, changer, qui étaient peu ou pas représentés, qui étaient peu ou pas respectés. On en revient de cette erreur électorale lors de la campagne 2016 de Hillary Clinton, qui les traite de déplorables. Et en fait, ça va se retourner contre elle, parce que ça fait d'un côté de l'élite américaine contre le peuple américain, si vous voulez. Exactement. Et donc Trump
ironiquement, parce que c'est un milliardaire, ou du moins un multimillionnaire, milliardaire, il y a un petit peu des doutes, quelqu'un qui a peur des microbes, quelqu'un qui vit dans un luxe absolu, va se représenter comme étant le porte-parole et le gardien de ce rêve américain chez ces moins que rien. Lui-même en parle. Il en parle une seule fois dans la campagne et puis il s'est rendu compte très tôt dans sa campagne en 2016 et il s'est rendu compte que c'était une erreur et il ne l'a plus jamais dit. Mais il y a une vidéo en 2016 où il dit qu'il aime ces Américains qui ne sont pas sans éducation, qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas le savoir, qui n'ont pas l'esprit pour réfléchir. Et moi, je me rends compte très tôt de ça, parce que bon, déjà, contrairement aux autres journalistes, je n'habite pas ni à New York, ni à Washington, où malheureusement, ce sont de très belles villes, mais on est enfermé dans une espèce de cercle doré. Et très souvent, on a une analyse qui est faussée par le fait qu'on vit là et on vit pas dans le cœur de l'Amérique, même s'il y a certains correspondants maintenant qui font l'effort de vraiment aller s'immerger. Donc moi, j'habite à Las Vegas, j'ai vécu 15 ans au Texas. Nos vacances préférées avec toute la famille, c'est de faire des road trips. Donc cette Amérique-là, je la connais. Et dès le début de sa campagne, lorsqu'il est absolument pas en favori, Trump vient faire un meeting à Vegas. Et j'ai décidé d'y aller, accompagné de Thomas, encore une fois. Donc, j'ai décidé d'aller à ce meeting pour aller voir ce... Belle activité père-fils quand même. C'est magnifique. C'est des choses qui unissent un père et un fils. Et donc, on décide d'y aller. Et donc, cette Amérique-là, je la vois, des gens qui ne seraient jamais allés dans un meeting politique, qui viennent pour le spectacle, comme si on venait voir une star du rock ou du cinéma ou de la télévision. Et Trump, justement, vient de ce monde-là et a compris comment on produit une émission. Et donc, il va produire sa campagne et ce qui va encore plus fédérer autour de lui ce mouvement MAGA. Donc, c'est une espèce de télé-réalité en direct qu'on a vu de la campagne de Donald Trump. Ah, pas que la campagne, on a vécu 4 ans de télé-réalité, c'est-à-dire que chaque jour, je sais pas si vous vous souvenez, moi, et c'est ça, quand tout à l'heure je vous parlais d'épuisement, de santé mentale et de toxicité, c'est que c'était se réveiller tous les matins, en plus, donc, je suis sur la côte ouest, donc il y a 3 heures de décalage avec ce qui se passait à Washington, c'était se lever le matin, se précipiter sur un téléphone, sur Twitter et les fils des news en se disant, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Et en fait, il y avait déjà eu 3 heures pour le dire, dans le fond. Ah oui, et puis il s'était passé 3 choses, c'était pas passé une seule. Et en fait, il y avait cette volonté que chaque jour de sa présidence, bon, déjà, c'était un président qui avait annoncé qu'il était en campagne. Il faut savoir que le jour de sa prise de pouvoir en 2016, le même jour, il signe les papiers pour se représenter en 2020. Donc, il n'a jamais cessé la campagne. On a vécu 4 ans, et c'est pour ça que c'est aussi fatigant, parce que d'habitude, on en a 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Là, on a vécu la campagne de 2016 qui a été extrême, et puis 4 ans de campagne lorsqu'il est président, où chaque jour est mis en scène comme un producteur de télévision avec une seule idée, c'est d'emporter la journée. Et s'il gagne la journée, il va gagner la journée du lendemain, plus le lendemain, et à la fin, c'est d'être réélu en se disant « j'ai gagné plus de jours que les autres ». C'est ça la stratégie Trump. C'est ce qu'on a vécu pendant 4 ans. Mais les gens, toi, tu demeures aux États-Unis en ce moment, est-ce qu'il y avait des gens dans ton entourage où, admettons que tu allais faire, je sais pas moi, du magasinage ou, comme vous dites, du shopping, est-ce que tu entendais les gens qui disaient que Trump, c'était un bon président, Bien sûr. Oui, bien sûr, mais c'était quoi leur argument? Parce que là, on s'entend, comme tu dis, c'est un milliardaire qui, dans le fond, a dit qu'il aimait les gens pauvres d'esprit et pauvres de poche. Et puis, ces gens-là l'élisent, puis c'est comme un dieu, là. Puis c'est pas comme... Pour eux, c'est un dieu vivant. Comment expliquer ça? Exactement. On n'est plus on n'est pas dans un mouvement de politique où les gens vont se définir comme étant un républicain ou un démocrate. Okay. Ils vont se définir comme étant un pro-Trump. Et donc, il a réussi, et c'est un talent, il faut lui reconnaître ce talent-là, il a réussi à à gommer cette espèce de distance et de devenir comme s'il était en fait une équipe de foot. Et pendant 4 ans, on a assisté à une équipe de hockey. C'est le cas de dire. Donc, pendant 4 ans, on a assisté aux séries. Pendant tous les jours, c'était que ça, c'était les séries. Et donc, on était pour ou contre le personnage. Et peu à peu, moi, ce que j'ai vu et qui était extrêmement troublant, c'est que donc j'ai vu des
des gens que je connais de différents milieux sociaux. Il faut des chefs d'entreprise, d'accord, des gens qui avaient fait des études universitaires, le supporter un petit peu en se bouchant les nez en 2016 parce qu'il ne voulait surtout pas d'Hillary Clinton. La faute du Parti démocrate, ça a été d'avoir mis Hillary Clinton comme candidate. C'était évident qu'elle pouvait pas gagner contre n'importe quel candidat parce que c'est la personnalité politique qui avait le plus de taux de rejet sur elle, même s'il y a beaucoup de monde qui l'aime et qui l'admire, etc. C'était un personnage clivant, extrêmement clivant. Et donc, tous ces gens-là ont voté pour Trump en se disant, bon, je peux pas voter pour Clinton. Peut-être que Trump, finalement, avec son background qui n'est pas d'homme politique, mais homme d'affaires, il va changer les choses. Donc, il a eu cette opportunité. Et puis, peu à peu, ce qui moi m'a troublé, c'est de voir peu à peu ces gens-là complètement sous le charme de Trump, qui en plus a réussi, comme je disais, à transformer l'arène politique et la société américaine dans un espèce de match pour ou contre mon équipe. Et donc, peu à peu, les gens, comme les partisans, fermer les yeux sur les faiblesses et les excès du personnage. Et donc, tu avais des gens qui ont revoté pour lui en 2020, qui disaient ouais, bon, il est raciste, mais bon, d'un autre côté, t'as vu comme il a parlé, t'as lu son dernier tweet, et ça, c'était sa force. Donc, oui, jusqu'au bout, il y en a eu. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était littéralement un culte de Trump, comme si c'était un nouveau gourou sectaire? Ouais, c'est exactement. C'est une bonne analogie. J'ai vu que c'est une des remarques d'un de nos spectateurs. C'est une très très bonne analogie, et quand on l'étend à ce qui se passe, ce qui s'est passé, il continue à se passer autour de la Covid. On est en plein dans ça. C'est-à-dire que le culte du chef fait que une partie des Américains a refusé le masque, refuse de se vacciner, préfère aujourd'hui des médicaments vétérinaires pour tuer les vers dans ton intestin que d'aller se faire vacciner. Donc, tu as ce sentiment-là. Lorsque tu vois les chiffres aujourd'hui des décès aux États-Unis, si tu prends les 10 comtés aux États-Unis où il y a le plus de morts, je ne parle pas d'hospitalisation de nouveaux cas, le plus de morts de Covid, 9 sur 10 sont des comtés qui ont voté à plus de 70% pour Trump. Donc, oui, il y a le côté culte, effectivement, qui fait que ils le suivent jusqu'au bout. Et on en revient aussi à ces déclarations en 2016. C'est pour ça qu'il faut faire toujours ce travail de mémoire, parce qu'on en parlait avant l'émission, le fait que l'information est dans un espèce de rythme qui avance tellement vite. C'est en 2016, il dit, voilà, je pourrais être à New York, au milieu de la 5e avenue, tuer quelqu'un, et ma base, mes fans, ils continueraient à m'aimer pareil. Et on en est là. Il y a 20% des Américains, ils en sont toujours là aujourd'hui. C'était une des pires quotes de Donald Trump, ça. Je pourrais tuer quelqu'un, puis on m'aimerait quand même. Puis les gens continuaient. Elle est vraie. Elle est pire, mais elle est vraie. Oui, c'est sûr que c'est vrai, mais quand même. Mais moi, j'ai une question pour toi, William. Est-ce que Donald Trump s'est approprié le Parti républicain au point de se dire qu'en 2024, c'est une question de François Brassard, que Donald Trump va revenir. Et puis, dans le fond, quasiment acclamé, là, il va être placé là par acclamation, puis let's go, vas-y mon Donald. On a une idée extrêmement précise aujourd'hui. Le parti républicain, qui n'a pas toujours été un parti tel qu'il est aujourd'hui, est devenu un parti assez uniforme sous Trump. C'est devenu le parti de Trump, d'accord ? Et on estime qu'environ 70% des électeurs républicains sont des pro-Trump qui seraient prêts à revoter pour lui et qui vont faire campagne. Et il y a une très bonne enquête qui est sortie il y a 2 jours d'un groupe, pas un média, mais une association qui s'appelle ProPublica, qui démontre que actuellement, dans tous les postes clés, des tout petits postes au niveau local, il y a des milliers de pro-Trump qui sont en train de rentrer dans ces positions-là. Parce que ça fait partie de la stratégie de Steve Bannon d'occuper le terrain, parce qu'à la fin, on l'a vu, c'est ce que j'ai raconté dans 2 épisodes de La Chute, la démocratie américaine a tenu à un fil qui est celui d'élus quasiment locaux qui ont décidé de s'opposer au président. Et donc, la stratégie,
c'est de les éliminer aujourd'hui, de les remplacer par des pro-Trump. C'est extrêmement dangereux et je suis Wow. extrêmement préoccupé pour 2024. Donc, est-ce qu'il va se représenter? Je pense que ça dépendra de son état de santé, l'état des affaires, etc. Je crois qu'il en a énormément envie. Je crois qu'il met en place la structure pour permettre d'être élu, quel que soit le résultat. Et c'est ça ce qui est troublant. Est-ce que tu crois qu'il pourrait y avoir un risque de conflit plus violent, de conflit armé, de guerre civile éventuellement avec tout ce qui peut se passer présentement aux États-Unis? À l'heure actuelle, non. Il y a eu des périodes extrêmement tendues. On l'a vu pendant la campagne. Je pense que au-delà de ces images de guerre qui peuvent nous effrayer, faire fantasmer, etc., il y a une véritable guerre qui se joue, qui est celle que je vous ai racontée, qui est de remplacer dans les institutions, de placer des hommes à lui. Et effectivement, du coup, ça va entraîner une division de l'Amérique, parce que en fait le symbole est, après, pour parler un peu de Biden, tout l'enjeu de sa victoire maintenant, ça va être essayer de réunir cette Amérique qui est extrêmement divisée. Et je pensais que après ces 4 ans assez épuisants, que Biden allait réussir ce pari-là. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé, il y a toujours là sur le Covid, par rapport à la Covid, par rapport au vaccin, ou encore sur l'Afghanistan ces dernières semaines, le pays est là maintenant avec la décision de la Cour suprême sur la loi du Texas. On se rend compte que cette division, je vous parlais tout à l'heure presque par équipe sportive, on en est presque là, elle est plus basée sur la raison, mais sur la couleur de son champion. Malheureusement, c'est toujours là. Donc, c'est très difficile de dire oui, ça peut se passer, il peut y avoir des divisions extrêmement fortes et il peut y avoir des problèmes dans certaines villes. Oui, pourquoi pas, mais je pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Mais il y a d'autres menaces beaucoup plus graves, à mon avis. Crois-tu, William, que je reviens au Parti républicain, penses-tu que le Parti républicain est mort et qu'aujourd'hui, c'est le parti de Trump, tout simplement? Que les idées républicaines sont mises à la poubelle pour faire place au nouveau Trumpisme, si on veut? Ouais, on est en plein dans ça, et on est dans les limites du modèle américain bipartiste, où tu as d'un côté les démocrates, de l'autre les républicains, et il y a quasiment pas, même s'il y a des partis qui existent, il y a quasiment pas de troisième voie, parce qu'aujourd'hui, il y a des républicains qui se reconnaissent pas dans le Trumpisme, mais qui ne souhaitent pas aller dans le camp démocrate. Donc après, c'est le troisième parti, c'est peut-être les indépendants, mais aujourd'hui, c'est clair que au-delà de Trump, lorsqu'on voit les personnalités républicaines qui ont le vent en poupe au niveau républicain, ce sont les plus extrémistes des extrémistes. Donc ce sont des gens qui prennent l'héritage Trump, qui continuent à faire de la politique à la mode Trump. Et un candidat, par exemple, j'ai vu passer le sondage aujourd'hui ou hier, un candidat comme Mitt Romney, qui a été donc élu de Utah, qui a été candidat contre Obama. Aujourd'hui, si les électeurs républicains lors de primaires devaient voter pour lui, il représente 3% des voix. Wow. Voilà. Donc, qui est en aujourd'hui, Trump, et quand c'est pas Trump, c'est DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride et qui est une sorte de Trump junior, qui a été un de ses plus grands soutiens lorsque Trump était à la présidence, et qui continue à exercer des politiques dites trumpiennes au sein de la Floride, c'est-à-dire par exemple interdiction du port du masque dans les écoles, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est en deuxième. Je crois qu'il y a Pence qui est en troisième. Voilà, mais le plus modéré, qui est Mitt Romney. Et si vous vous en souvenez, lors de sa campagne contre Obama, on trouvait qu'il était pas mal déjà extrémiste, le Mitt Romney. Maintenant, c'est considéré comme le plus modéré, et il représente 3%. Donc oui, le Parti républicain, tant qu'on le connaît, est mort, et il est mort, à mon avis, il renaîtra de ses cendres.
parce que c'est un parti qui a quand même une formidable histoire. Ouais. Et donc, il renaîtra de ses cendres, mais ça prendra 2 générations. Et puis, de répondre à des défis qui dépassent Trump. Par exemple, les changements démographiques des États-Unis. Aujourd'hui, c'est un parti qui est très blanc, on va dire, y compris de sa représentation, beaucoup d'hommes. Et comment tu représentes un pays qui est de plus en plus diversifié. Un véritable enjeu. Qu'est-ce que tu penses justement des gens qui sont un peu, je vais dire, en marge du Parti républicain? Je pense à Liz Cheney, je pense justement à Mitt Romney. Est-ce que ces gens-là ont des chances de ramener le Parti républicain, je vais dire, dans la voie de la raison? Mais j'ai l'impression que ça n'arrivera probablement pas. Moi, je vais être complètement franc. Je vais te dire, je pense qu'ils n'ont aucune chance de le faire et que, à la rigueur, ça serait plus efficace, par exemple, au Sénat, qui change d'étiquette politique et qui devient indépendant. Il y a eu des élus indépendants. Ça arrive. Bon, ils sont attachés à leur identité de républicains, ce que je comprends. Ils veulent pas abandonner le parti, ce que je comprends aussi. Mais une Liz Cheney n'a aucune chance d'être élue. Un Mitt Romney, c'est pareil. Je vous ai dit, 3% des électeurs du Parti républicain. C'est rien du tout. Quand la fille de Dick Cheney est une modérée, c'est signe que le parti est très radicalisé. Oui, exactement. Moi, je m'en rappelle parce que je me suis installé aux États-Unis un petit peu avant, au début des années, à la fin des années 90-2000. Donc, je me rappelle parfaitement de la présidence de son père. Et quand elle est arrivée dans l'arène politique, et on la décrivait comme étant pire que son père, qu'en fait, elle avait une meilleure apparence, mais qu'elle était encore plus dangereuse dessous et qu'elle était un petit peu une espèce de marionnette qui tirait les ficelles. Et aujourd'hui, on est super content lorsqu'on la voit, qu'elle accepte de prendre la vice-présidence de la commission d'enquête sur le 6 janvier. On se dit, bah, c'est bien, il y a quelqu'un de sensé et de modéré. Non, c'est vrai que il y a une radicalisation de la société américaine ces dernières années qui a glissé sur sa droite, qui est assez impressionnante. Ça me fait aussi penser à Meghan McCain, la fille de John McCain, qui a défendu Trump et les républicains tout le long de son mandat, même si Donald Trump a insulté son père, a pratiquement dit les pires obscénités. Donc, même la fille d'un républicain très respecté est tombée elle-même dans le Trumpisme. C'est assez décourageant. Non, c'est très décourageant. Et c'est là que tu te dis, ce que les Américains appellent le silver lining, le côté positif sur lequel tu vas te raccrocher, c'est que la réalité aujourd'hui, par exemple, je pense que Trump est le parfait candidat pour gagner une primaire républicaine. D'accord, s'il décide de se représenter en 2024, mais il n'y a même pas de primaire républicaine, tellement que ça serait un raz-de-marée, mais que sa personnalité lui permet pas de gagner une élection générale, lui permet plus de gagner une élection générale. Et en fait, c'est là, et c'est aussi ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on va parler de la situation au Texas, c'est que aujourd'hui, encore heureux, les élections se gagnent sur les indépendants, les modérés, et lorsque on va voir plus précisément dans ces chiffres-là sur les femmes, par exemple. Et donc, tout ce discours extrémiste, extrêmement violent, un petit peu macho sur les bords, par moments, qui ressemble effectivement à de la discussion de vestiaire, comme disait Trump par moment, c'est un discours qui se passe pas. Et donc, je pense que même lorsqu'on voit le Parti républicain, il y a 10% du Parti républicain, ce qui est peu et beaucoup à la fois, qui ne votera pas pour Trump ou pour un candidat comme ça. Et heureusement qu'on en est là, que l'élection va se gagner par des gens qui sont ni purs et durs libéraux dans le sens américain, c'est-à-dire démocrates de gauche, ni Bernie des gens Sanders, qui sont dans de la droite, exactement, comme Bernie Sanders, mais par cette espèce de ventre mou au milieu où se trouvent les indépendants, les modérés, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui sur l'avortement, par exemple, c'est un discours qui ne passe absolument pas avec les modérés et les indépendants. Ils ne veulent pas remettre en question le droit à l'avortement. Donc, pour moi, c'est une catastrophe politique pour les républicains, une de plus, ce qu'on voit à moyen terme. Mais bon, on va en parler, je ne veux pas marcher dessus. D'accord. On a une question d'Alex qui dit « Que pensez-vous de la relève politique aux États-Unis? Pourquoi des personnes telles que Trump ou Biden sont en poste à leur âge vénérable? Pourquoi ne pas emmener un jeune loup comme Obama? Comme en 2008, c'est vrai, on dirait que
les deux partis sont usés par le pouvoir, si on veut. Il n'y a pas de relève. L'establishment. Exactement. En 2012, pas en 2012, mais en 2016, on avait Trump, on avait Clinton d'un bord. Après ça, Biden, c'est des personnes âgées, on va dire. Et on dirait qu'il n'y a pas de relève. Ouais. C'est un petit peu le système qui veut ça. Et donc, Trump était ce candidat en dehors du système. Et lorsqu'on parle d'établishment, on en est là, mais il y a une espèce de connotation péjorative où aujourd'hui, un candidat, pour être élu, a besoin d'avoir une reconnaissance nationale, a besoin de soutien au sein de son parti. Il faut rappeler le processus électoral américain. Il faut aller dans des primaires où il faut à la fois convaincre les électeurs du New Hampshire comme ceux du Nevada, c'est pas forcément les mêmes. Et donc à partir de là, il y a un filtre et c'est souvent l'élu qui a le plus de ressources, pas que financières, mais de 80% des fois c'est l'élu qui a le plus de ressources financières d'ailleurs entre parenthèses, mais c'est l'élu qui a le plus de ressources locales sur le terrain et souvent tu as ces ressources-là locales. Obama étant l'exception parce que ça fait très longtemps que tu es en politique et donc tu as réussi à te créer ce réseau-là et c'est pour ça qu'en bout de course, on arrive à des candidats. Et puis tout simplement aussi parce que qui en a le talent? Si les démocrates ont choisi Biden, c'est aussi par défaut. C'est par défaut et c'est parce qu'il était un contraste complet avec Trump. C'est ce qu'on voulait. On voulait l'expérience et le calme. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, les nouvelles têtes du Parti démocrate, par exemple, les AOC, par exemple, elles sont trop radicales. Je vous ai dit, pour une partie de la société américaine, l'élection se joue au centre. Alors d'habitude, on est soit un centre droit, on pourrait parler de Mitt Romney par exemple, ou soit un centre gauche qui était Obama, qui est Biden aujourd'hui. C'est la société américaine qui veut ça. D'accord. On a une question d'Éric Fortin qui dit « Si ce n'était de QAnon, est-ce qu'on parlerait encore de Trump? S'il n'y avait pas toutes ces choses-là de conspiration, de big lie, est-ce qu'on parlerait encore de Donald Trump ou bien on parlerait de l'ancien président tout simplement? » Non, on continuerait de parler de Trump parce que c'est de lui-même qui se met dans la scène. Il aurait pu décider de prendre sa retraite et simplement jouer au golf. Et bon, il joue au golf lorsqu'il était président, donc il aurait pu continuer. Il aurait pu continuer comme ça. Se retirer à Camp David et puis c'est fini là, tu sais. Comme tous les autres présidents. Bien sûr, comme tous les autres. Mais il a décidé que non. Mais au-delà de ça, où c'est intéressant pour QAnon, c'est se dire, c'est la fameuse question de la poule ou de l'œuf. Est-ce que QAnon permet l'éclosion de Trump ou est-ce que c'est Trump qui a basé toute sa campagne? C'est Trump qui apparaît avant QAnon. C'est Trump qui, dès le premier jour de sa présidence, via, dont le nom m'échappe, la femme de George Conway, donc qui passe à l'antenne et qui parle la première fois de faits alternatifs, avant de parler de fake news, qui était de faits alternatifs. Donc c'est quelque chose qui a été cultivé et QAnon est rentré dans ça. Et puis c'est devenu une formidable machine, QAnon, une formidable machine, principalement, on y est dessus, mais à cause de Facebook, soyons clairs, c'est devenu une formidable machine pour permettre à Trump d'être réélu. Ça n'a pas marché, ça a presque marché, mais donc QAnon est devenu cette espèce de bras armé de l'ombre qui a supporté Trump. Et d'ailleurs, tous les clins d'œil de Trump à QAnon lors de ces derniers mois de la présidence, ces dernières années de la présidence, c'était pas pour rien. C'était parce que c'était des gens qui étaient extrêmement motivés, qui étaient prêts à parler à leurs voisins, etc., etc. Donc c'était un mouvement local, organique, qui a permis à ça. Mais aujourd'hui, QAnon est toujours là, mais c'est Trump de lui-même qui décide, pour répondre directement à la question, qui a décidé de continuer. Il a beaucoup d'argent à sa disposition, ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Tous ces Américains MAGA, pour revenir à la première question de l'émission, qui continuent à lui verser des dizaines, à cumuler tous ensemble des dizaines et centaines de millions de dollars, dont personne sait comment il les utilise et dont tout le monde sait qu'il va les utiliser pour payer ses avocats en plus.
Et les Américains, souvent des gens de peu de moyens, vont lui en donner $5, $10 ici. Voilà, c'est troublant. Absolument. On va aller au sujet principal, messieurs, pour rester dans le temps. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Non, parce que ça, c'était l'apéritif. C'est l'introduction. C'était l'introduction. C'était l'entrée, et puis je vous amène la carte du menu principal avec le Big Lie. Dans le fond, on va aller peut-être un peu avant l'élection et puis surtout après. Le Big Lie, mon cher William, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Sur la Terre des Hommes ce que c'est au juste le Big Lie? Ça n'a rien à voir avec le Big Mac. Le Big Lie, donc le grand mensonge. Oui. Le grand mensonge, c'est... Aujourd'hui, on te dirait, le grand mensonge, c'est de dire que Trump a gagné et que Biden a perdu, et ça serait une analyse qui est faussée. Le grand mensonge, et donc c'est pour ça, tu as complètement raison, il a commencé avant même l'élection, c'est de dire que le modèle électoral américain est absolument truqué, que c'est possible de tricher une élection et que ce modèle ne fonctionne plus. Donc c'est de remettre en doute le processus démocratique américain, et ça se concrétise avec le fait de dire que Trump a gagné et Biden a perdu. Mais on le voit très bien lors de sa... c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de la date d'avril 2020. Aujourd'hui, la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier s'intéresse à se dire, OK, et est-ce que le 6 janvier, en fait, c'était simplement la dernière étape d'un plan, qui avait d'autres étapes qui ont échoué, donc on en est arrivé là. Et dans ce plan-là, il s'est rendu compte qu'à partir d'avril, l'entourage de Trump a discuté en se disant, voilà, les sondages sont pas bons, on va sûrement perdre l'élection, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en même temps, et donc ça revient à ce que tu disais, c'est à ce moment-là, lorsque en campagne et en utilisant Twitter, à l'époque il a 83 millions d'abonnés, n'oublions pas ça, Trump va commencer à mettre en doute le processus électoral américain en expliquant que s'il perd, c'est parce qu'il y a eu les élections truquées, que le fait que on va pouvoir voter par courrier, il savait très bien qu'en pleine période de Covid, ça allait avantager le vote démocrate, donc il a commencé à dire que ce vote-là, on pouvait le truquer, etc. Et même ça remonte plus ancien, en 2016, alors qu'il gagne, il commence déjà à installer les graines du mensonge, à semer le doute, à créer avec beaucoup de fanfare, d'ailleurs, une commission d'enquête sur la fraude électorale. Donc, des hommes à lui en place qui ne vont rien trouver. Donc, le résultat, personne n'en parle. Donc, il faut savoir ça. Et donc, ça, ce sont les petites graines du grand mensonge. Et ça s'est accéléré à partir du lendemain du 3 novembre, pour prendre aujourd'hui, c'est le seul fonds de commerce de Trump et de pro-Trump et de tous ses élus, avec une hypocrisie complète. C'est-à-dire qu'on l'a encore vu il y a 2 jours avec un élu républicain qui a été piégé accidentellement. Il ne savait pas qu'il était enregistré dans une conversation qui n'était pas prévue d'être diffusée, une conversation amicale. Et il dit non, en parlant de Wisconsin, il y a aucun doute sur l'élection, alors que publiquement, il va dire que l'élection est truquée. Ce qui permet de mettre, donc le mensonge permet de faire passer des lois pour limiter le vote. Donc c'est complètement ironique, c'est-à-dire que, et fou et révoltant, on ment sur ce qui s'est passé en disant il y a eu une fraude, donc il faut faire des lois qui en fait ne sont pas des lois pour protéger les électeurs, mais pour limiter le droit de vote. Donc ça se passe dans les États comme le Texas, contrôlés par des républicains. Et aujourd'hui, la campagne de Trump, c'est de dire que il a gagné en vérité l'élection, et que donc 2024, ça va réparer cette injustice-là et le remettre en place. Voilà pour résumer. Alors, depuis avril, dans le fond, pour résumer, d'avril 2020 jusqu'à l'élection en novembre 2020, Donald Trump préparait le terrain à une possible défaite électorale, trouver des excuses pour une contestation électorale avec la Cour suprême, etc. Exactement. C'était une stratégie qui lui permettait après, parce que
pour revenir, lorsque je relance la chute et l'émission, je fais un peu ma publicité, l'émission est disponible gratuitement sur YouTube. Oui, absolument. Allez-y maintenant. Donc, allez voir les épisodes précédents où je raconte ce qui s'est passé. Lorsque Trump, à la fin du mois de décembre 2020, il renvoie Bill Barr, qui est l'attorney général, le ministre de la Justice, et le remplace par quelqu'un qu'il pense malléable. À ce moment-là, il demande au ministre de la Justice, son nouveau ministre de la Justice qui va refuser. Ce ministre de la Justice a témoigné sous serment il y a 2 semaines pour confirmer tout ce que je suis en train de vous raconter là. Donc, il va refuser les pressions de Trump, et Trump donc lui demande de faire des fausses déclarations pour dire qu'en fait, il y a eu de la tricherie et de la fraude électorale. Donc, il va refuser de le faire parce que c'est pas vrai. En cas du FBI, on sait que c'est pas vrai. Et donc, souvent, on me dit, ouais, mais c'était tellement gros, les gens n'accepteraient pas. Mais il faut oublier que, justement, comme tu viens de dire, depuis avril, et c'était ça le plan. Depuis avril, Trump disait il va y avoir des fraudes. Si je perds, c'est qu'il y a eu des fraudes. Pendant 1 mois, au mois de novembre, on nous a sorti tous ces fake news, des images vidéos plus ou moins truquées, etc., etc. Et donc, quand il serait arrivé à ce moment-là en disant c'est pas moi, c'est le ministre de la Justice, les gens se basant et ayant le doute, il faut savoir ce qui est intéressant sur le Big Lie, c'est que lorsqu'on va interroger des républicains, des démocrates dessus, il y a une très vaste majorité des républicains qui croient au Big Lie, c'est entre 80 et 90% des républicains qui croient à ça. Wow! Exactement. Mais le plus fou, c'est qu'il y a des démocrates qui y croient, en disant c'est vrai, il y a eu des fraudes électorales, alors qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Oui, mais ça sort d'où cette chose de fraude électorale-là? Il n'y a aucune preuve qui a été sortie qu'il y a eu des fraudes électorales, à part qu'une nouvelle machine qui compte les votes, la machine Dominion. Ça sort en fait, il y a eu un cas, pour l'instant, il y a un cas de fraude électorale qui a été prouvé. Oui. Quelqu'un qui a voté 2 fois, et c'était un électeur de Trump qui avait voté 2 fois. Wow. donc voilà, mais sinon il faut bien comprendre que Trump, à ce moment-là, avait le contrôle sur la FBI, avait le contrôle sur le ministère de la Justice. Les États qui étaient problématiques, ce sont des États comme l'Arizona, où tous les gens en place étaient des républicains. Si à ce moment-là, il y avait eu des fraudes, mais elles seraient sorties sans aucun problème. Mais donc voilà, donc le problème de tout ça, les dégâts du Big Lie, c'est que même aujourd'hui, il y a des démocrates qui disent non, il y a eu des problèmes. Biden a gagné, mais il y a eu des problèmes, alors qu'il n'y en a pas eu. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, le rejet du système politique américain par la totalité des Américains est extrêmement fort, en disant mais on a vu en 2020 le système il est pas bon, c'est facile de pirater, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, tout le monde a son histoire lu sur les réseaux sociaux d'un exemple de fraude qui en fait n'en est pas un, et donc où il a réussi son coup, et c'est là que c'est dangereux parce que ça peut lui servir en 2024, mais ça peut servir à d'autres. Trump a mis à nu toutes les failles du système électoral américain. Et le problème, j'insiste là-dessus dans quasiment toutes les émissions, et malheureusement aujourd'hui c'est un discours qui n'intéresse peu ou pas les médias américains, c'est que toutes les failles mises à nu par Trump, elles existent toujours. Donc, le système électoral américain est extrêmement fragile. Et puis, on n'essaie pas de le colmater du côté de Biden, ou bien il y a d'autres chats à fouetter pour l'instant, parce que dans 2 ans, pas dans 2 ans, dans 1 an, il y a les élections de mi-mandat. Il peut perdre facilement le pouvoir, là. Alors, bien sûr, il va se retrouver avec une majorité républicaine à la Chambre des représentants, peut-être au Sénat, qui peuvent lancer des procédures d'impeachment, par exemple. Pourquoi pas? Mais il faut des raisons pour ça, pour l'impeachment. À part, peut-être qu'on miserait sur l'âge avancé de Joe Biden pour... Il peut y avoir X raisons. Dans tous les cas, déjà, le pays, pendant 2 ans, va être complètement... On l'a déjà vu sous Obama, lorsqu'il a été président et qu'il n'avait plus de pouvoir parce qu'il n'avait plus de majorité ni au Congrès ni au Sénat. Donc, il n'y a plus rien qui se passe. Il faut savoir ça. C'est une réalité. Donc, ça, c'est problématique. Mais en bout de course... en utilisant ces failles mises à jour c'est pas simplement en disant en 2020 Trump a mis à jour les failles, c'est qu'on voit tous les jours, je vous en parlais tout à l'heure, cette enquête qui montre qu'il y a des milliers
pro-Trump, pro-Big Lie qui se présentent et qui sont élus dans des petites commissions à droite, à gauche, c'est non sellement le fait que le mensonge, les failles ont été mises à jour, mais qu'aujourd'hui on a le sentiment, lorsqu'on s'intéresse à ça, et c'est une affaire qui intéresse personne, mais on a le sentiment qu'il y a une exécution d'un plan pour être prêt en 2022 ou 2024. Exact. On pourrait aussi parler du redécoupage des cartes électorales aussi, qui sont exactement dans la même lignée. Justement, c'est une question de Nathalie qui dit « Le redécoupage des comtés électoraux ne risque-t-il pas de fausser les élections et aussi les nouvelles lois qui rendent plus difficile l'accès au vote dans les États conservateurs? » La première partie de la question... corrige-moi si je me trompe, William, mais c'est tous les gouvernements qui se succèdent le font. Le fameux gerrymandering. Oui, exactement. Le gerrymandering. Alors, ce n'est pas une spécialité républicaine, non. Mais depuis ces dernières années, ça l'est devenu jusqu'à l'extrême. Mm-hmm. D'ailleurs, j'invite Nathalie, publicité, à aller sur l'émission La Chute. On a fait une émission la semaine dernière, je crois. Une émission spéciale sur le découpage électoral, parce que c'est un sujet extrêmement fascinant et en donnant des exemples très concrets dans le passé, mais aussi dans le présent d'États où les républicains sont en charge de commissions indépendantes du redécoupage électoral et où il va y avoir des abus terribles. Mais vraiment des abus terribles où des États sont complètement redécoupés pour privilégier l'élection d'un candidat républicain. Donc c'est clair que ça a été exercé par les deux partis, mais ces dernières années, ça a été poussé sous une forme d'art par les républicains. D'ailleurs, tellement que il y a eu énormément de doutes sur le recensement, le census qui a été fait sous Trump, où son parti a essayé d'intégrer des questions qui après auraient permis de faire un redécoupage en sa faveur. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et deux, sur la question sur les lois pour limiter, c'est quelque chose à double tranchant. Ces nouvelles lois qui rendent l'accès plus difficile. Donc, c'est clair que c'est un problème. Mais je vais être doublement optimiste dessus. Souvent, ça étonne les gens. Le premier optimisme, c'est que souvent, ce sont des lois qui ont été votées au sein donc de l'État, c'est pas fédéral, et ce sont des lois qui sont déjà d'ailleurs attaquées devant les tribunaux, qui vont aller jusqu'à la Cour suprême, et assez étonnamment pour le coup, on peut toujours avoir une mauvaise surprise, mais la Cour suprême a souvent tranché, historiquement, même avec une majorité conservatrice, a souvent tranché contre ces lois-là. Donc je pense que la plupart de ces lois ne tiendront pas la route. Et ensuite, deuxième raison d'être positif, c'est qu'en fait, c'est un formidable appel au vote pour les démocrates. De dire, OK, il faut aller voter contre ces gens-là parce que ils ont fait ça, ils sont en train de faire ça. Donc, ça a toujours été, lorsqu'on analyse les raisons des votes et le vote massif de démocrates, toutes ces suppressions de vote ont entraîné un surplus électoral. Donc, je pense que ça se réglera dans les urnes, même si ça sera très difficile de voter. On parlait du Texas, ce qui se passe au Texas était déjà complètement scandaleux en 2020 et le sera encore plus 2022, avec par exemple le plus grand comté qui est autour de Houston, qui représente plusieurs millions d'électeurs. Et dans la nouvelle loi, il y aura une seule boîte, urne pour aller voter dans un comté qui représente plusieurs millions de personnes. Les gens pourront voter le jour de l'élection, mais pour tout ce qui est le vote avant, qui commence un mois avant, il y aura un seul endroit. Et j'ai vécu 15 ans au Texas. Lorsqu'on connaît les distances du Texas, le comté, ça peut être qu'il y a 1h30 de voiture pour aller voter. Et là-bas, il va y avoir 3 heures d'attente parce que justement, il y a une seule boîte pour voter. Donc ça, c'est une manière de ralentir l'électorat. On a un commentaire de Pascal Doré qui dit sujet hyper intéressant. Eh bien, je te dirais, ma chère Pascal, d'aller t'abonner de suite sur YouTube ou les applications de podcast pour des heures de William Raymond.
Excuse-moi, William. C'est ça que je voulais dire. J'espère que ma femme regarde et qu'elle a vu ça. Le dernier bloc que je voulais amener, eh bien, c'est les derniers mois. Depuis novembre, les derniers mois au pouvoir de Joe Biden. Tes commentaires, mon cher William, sur l'administration Biden, est-ce qu'elle fait le travail ou elle est un peu dépassée par les événements? Si on parle de COVID, qu'on parle des MAGA, d'Afghanistan, oui, l'Afghanistan, que ce soit aussi la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier 2021. Est-ce qu'il est débordé le beau Joe ou bien... Je pense que déjà, il faut faire extrêmement attention de ce qui est perception dans l'événement. Mm-hmm. Donc, se dire, par exemple, je vais te donner un exemple avec l'Afghanistan. Lorsque Kaboul tombe et que les talibans arrivent, Mm-hmm. si on est dans la perception du moment, on se dit, mon Dieu, c'est une catastrophe pour Biden, il est nul, etc., etc. L'administration s'est complètement ratée. Bon, après, on commence un petit peu à travailler le sujet, on se rend compte que non seulement il a validé un accord qui avait été voté par Trump, qui avait négocié avec les talibans, donc c'est assez intéressant, mais surtout, il remplit une promesse électorale qui a toujours été de dire on arrête ces guerres qui servent à rien et je vais arrêter l'Afghanistan. C'est d'ailleurs un point commun entre Trump et Biden, c'est que c'était au programme des deux. Mm-hmm. D'accord ? Trump ne l'a pas fait, Biden l'a fait, et donc sur le moment on se dit c'est terrible, mais avec le recul on se rend compte que les Américains démocrates et républicains pour le coup souhaitent exactement la même chose. Mm-hmm. Et puis on se rend compte que il va laisser des armes, mais en fait les armes, elles ont été détruites pour la plupart, que l'évacuation de l'Afghanistan dans des circonstances très particulières se sont plus ou moins bien passées, même s'il y a eu ce fameux attentat de vendredi dernier et ces 13 morts américains. Donc, il a une part de responsabilité et ça, c'est un changement. Rappelez-vous Trump, quand on lui demandait sur la Covid s'il avait une part de responsabilité, il disait non, pas du tout. Là, on a Biden qui dit oui, on s'est raté. Donc, c'est clair qu'il n'a pas été parfait, mais si on essaye de prendre, c'est extrêmement dur lorsqu'on est dans le quotidien d'événements, un petit peu du recul, on se dit, OK, depuis qu'il est élu, il a plus ou moins réussi Covid, la campagne de vaccination, avec, à mon avis, une erreur de communication majeure, on va en parler 30 secondes, son erreur de communication majeure, ça a été d'annoncer haut et fort des objectifs. Et quand tu annonces des objectifs, le camp d'en face, ils vont tout faire pour que tu n'arrives pas à tes objectifs. Et donc, on sait qu'il y a eu une dimension politique de gens qui ne veulent pas aller se faire vacciner parce qu'ils ne veulent pas donner un succès. C'est fou, qu'ils ne veulent pas donner un succès à l'administration Biden. Au prix de leur santé. Exactement. Et ensuite, il y a eu tout ce plan sur l'infrastructure où il a réussi, et c'est quand la dernière fois, à réussir à concilier les démocrates avec une partie des républicains et donc à avoir cette espèce de majorité qui fait rêver tout le monde parce qu'en gros c'est c'est le programme de tous les élus. Ça a toujours été dire on va travailler avec l'autre côté de la chambre et ils y arrivent jamais. Donc il y a des raisons objectives de dire que Biden a plus réussi que d'autres. Après, on peut remettre en question sa communication. Ça, c'est clair, mais je pense qu'aussi il y a une volonté de trancher avec Trump qui nous avait habitués non seulement dans un espèce de rythme effréné de l'information, de la communication, de la mise en scène politique et d'un vocabulaire limité. Il n'y a pas ça chez Biden, donc je reconnais que l'autre jour, regarder Biden après l'Afghanistan, c'était pas le spectacle le plus intéressant. Donc voilà, mais je pense qu'il a la situation en main, qu'il y a un calcul politique aussi par rapport à 2022 de dire que les Américains jugeront son mandat sur l'économie et sur Covid, pas sur l'Afghanistan, et que donc il est concentré sur ça. Et donc maintenant la question de l'avortement en plus qui va venir se glisser dans ça. Absolument. Toi, mon cher Joe, un avis, parce qu'on en a peu parlé de Joe Biden. On va laisser William boire un peu d'eau.
Merci. Oui. Ton avis sur Joe Biden les derniers mois? Ben, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a hérité de tellement de situations problématiques et pas juste du mandat de Donald Trump. Là, on s'entend qu'il y a des situations qui traînent depuis George Bush Jr. Donc, c'est un peu le résultat de 20 ans d'administration américaine qui sont tombés sur Joe Biden. Donc, c'est normal qu'il ne puisse pas tout régler. Et on peut même commencer déjà à parler du dernier point qu'on voulait apporter avec le fameux Roe versus Wade, avec la loi sur l'avortement qui a été renversée au Texas. Parce que les juges qui ont été nommés à la Cour suprême, il y a des juges qui ont été nommés par George Bush Senior. Donc, dans les années 90, on a nommé des juges qui ont une influence 30 ans plus tard sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Donc, Joe Biden est pogné avec un système qui est fait comme ça et qui amène son lot de conséquences par la suite. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Sur l'Afghanistan, on savait depuis peut-être 10 ans qu'il fallait partir. Personne n'a voulu le faire. Trump a lancé le processus, Biden l'a terminé. Donc c'est clair qu'il a hérité de cette situation-là. Et donc sur l'avortement, c'est pareil. Il doit aujourd'hui gérer le fait que la Cour suprême est majoritairement conservatrice. Trump a quand même nommé trois des juges, donc c'est assez considérable. Donc c'est extrêmement compliqué pour lui de manœuvrer dans ça. Et moi, je suis assez impatient de voir comment vont se passer les jours et les semaines à venir. Le sentiment, lorsque aujourd'hui, il a fait passer pour les spectateurs, pour nos spectateurs qui n'ont pas vraiment compris, il y a quelques jours, le Texas a validé une loi qui limite énormément l'avortement et qui récompense financièrement les gens qui vont dénoncer les personnes qui se font avorter ou ont contribué à un avortement. C'est aussi un des aspects les plus troublants de cette loi-là. Cette loi, la Cour suprême a refusé de la suspendre, donc elle devient une réalité au Texas. Elle va être copiée dans plusieurs États. Le prochain, à mon avis, va être le Missouri. La Floride a déjà annoncé aussi qu'elle allait faire. Bien sûr, parce que c'est politique. C'est politique. Et d'un autre côté, aujourd'hui, on a eu Biden et l'attorney général Garland, donc son ministre de la Justice, qui ont dit qu'ils étaient en train d'étudier des solutions fédérales pour garantir le droit des Texans, concrètement, à l'avortement. Donc, ce qui veut dire qu'on va rentrer dans une espèce de sécession, si tu veux, c'est vraiment le cas, où tu as d'un côté une volonté politique de Washington, et qui va tout faire pour utiliser le pouvoir du département de la justice, etc., pour garantir ce droit, et des États qui vont dire non, nous, on est souverains chez nous. Donc, ça va retourner à la Cour suprême où malheureusement il y a une majorité extrêmement forte qui est opposée au droit à l'avortement et qui considère que ils peuvent décider ce qu'une femme peut faire ou pas de son corps. Et ça, c'est pour le court et le moyen terme. Par contre, aujourd'hui, moi je dis que ce qui s'est passé au Texas avant-hier, si on part simplement je ne fais pas un jugement de valeur, mais si on part simplement de calcul électoral, c'est un suicide pour le Parti républicain. Un suicide pour le Parti républicain. C'est-à-dire que là, ils ont satisfait la base, encore une fois, le mouvement évangéliste, qui est extrêmement fort, et au Texas, tu ne peux pas exister sans le soutien financier et électoral du mouvement évangéliste. Donc, ils ont satisfait cette base-là, mais ils ont réveillé des tas d'hommes et de femmes qui, parmi les modérés et les indépendants, je vous parlais tout à l'heure, qui vont aller voter en 2024 pour se débarrasser de ces gens-là. Et donc, pour moi, où je suis optimiste en disant qu'il va y avoir une espèce de retour de bâton, de boomerang dans les urnes, parce que la seule solution de contrecarrer ça, c'est soit d'élargir la Cour suprême, ce que je ne pense pas possible, c'est trop compliqué, ou soit d'avoir une majorité au Congrès et au Sénat
pour faire passer des lois fédérales extrêmement claires sur ce qu'on appelle le healthcare, donc la santé des femmes, et que dans ces lois-là, le droit à l'avortement soit reconnu. Et à partir de là, elle prendrait le dessus de ces lois. Donc c'est la seule possibilité. Donc aujourd'hui, la seule possibilité de mettre à bas ces lois-là, c'est qu'en 2022, donc l'année prochaine, que Biden se retrouve avec une majorité Sénat et Chambre, et donc ça va être un des thèmes de campagne. Et là, les républicains ont réveillé des électeurs qui peut-être ne seraient pas allés voter parce que l'Afghanistan, parce que ça les intéressait pas, etc., etc. Très Donc, intéressant. ça risque de changer la donne. Donc, ça vient de donner des munitions à Joe Biden qui semblait peut-être déjà fatigué ou déjà usé. Donc, ça pourrait vraiment se retourner contre les républicains. Complètement. Et je pense qu'il avait décidé de jouer 2024 sur l'économie et Covid. Ça sera l'économie, ça sera Covid et ça sera le droit à l'avortement. On se croirait en 1950. C'est incroyable. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on ne parle pas d'un pays isolé en quelque part. On parle des États-Unis, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous. C'est incroyable qu'on pense encore comme ça aux États-Unis, le pays, hein, le pays de la liberté de tous et de toutes. J'ai bien aimé, il y a plusieurs caricaturistes qu'on a appelés aujourd'hui, c'était les talibans qui étaient. Les talibans, j'aime ça, les talibans. Petit clin d'œil aux talibans qui ont pris le pouvoir. Non, c'est bien vu. Et d'ailleurs, dans la même direction, ce qui était ironique, c'est que les mêmes élus républicains qui parlaient des droits des femmes à raison, des droits des femmes en Afghanistan parce que sous le régime taliban, aujourd'hui, ce sont ces mêmes élus qui soutiennent ce genre de loi qui limitent aux États-Unis le droit des femmes. Donc, c'est même pas une ironie, c'est un opportunisme politique. C'est par pur calcul politique. Par pur calcul politique, c'est tout. Incroyable. Aucun sens. Je crois, messieurs, que nous allons conclure cette collaboration, devrais-je dire. Ce n'est pas une entrevue, ce n'est pas. Je crois que c'était une collaboration. Une discussion. Et qui, je l'espère, pourra se poursuivre peut-être aux élections de mi-mandat si William l'accepte. Tu es toujours le bienvenu Sur la Terre des Hommes, mon cher. Ah ben, ça sera très volontiers. Je suis passionné de ces sujets-là, donc j'ai tendance à beaucoup parler. Donc je suis désolé si j'ai. Mais vous êtes aussi passionnant, donc c'est parfait. Ben bon, voilà. alors tout va bien. Donc on se reverra, on le fera bien volontiers. Pas de Super. problème. Avant de se quitter, William, est-ce que tu voudrais une dernière fois parler aux abonnés de Sur la Terre des Hommes et aux abonnés, bien sûr, de Jonathan le Prof du podcast La Chute pour faire mousser, si on veut, tes abonnés? Et je pourrais en parler, mais je te laisse aller. Non, c'est bien gentil. Dans la chute, je donne rendez-vous à vos spectateurs tous les lundis et tous les vendredis à 15h heure du Québec pour une émission d'1 heure en direct où on revient sur tous ces sujets-là, où je réponds à toutes vos questions. Si vous ne pouvez pas venir, tout ça est disponible gratuitement sur YouTube et également sur toutes les plateformes podcast. Et puis, comme je l'ai dit en début d'émission, ces émissions que vous appréciez, elles existent grâce à vos partages, grâce à vos pouces bleus, likes, donc il ne faut jamais hésiter, grâce à vos abonnements, et quand vous pouvez, grâce à vos dons. On est tous des passionnés, mais on a des frais, tout ça, tout ce que vous voyez autour de vous, ça coûte de l'argent, c'est la réalité, on ne parle même pas de notre temps, et donc si vous pouvez aider l'émission Sur la Terre des Hommes, allez-y, voilà. Formidable. Merci. J'allais justement poursuivre en parlant de Sur la Terre des Hommes, mais tu l'as fait, mon cher. Alors, voilà. Parfait. William, qui n'est pas habitué à Sur la Terre des Hommes, mais qui, je l'espère, commencera à nous suivre. Je t'ai affublé du terme, mon cher, et crois-moi, ça, c'est une très grande qualité chez nous. Formidable. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Merci, mon cher Jonathan le Prof, pour cet autre podcast, mon cher. Une belle leçon d'histoire américaine. J'ai déjà hâte à mes cours de demain pour aborder les différents sujets qu'on a eus aujourd'hui. Ça va être palpitant. T'as hâte de dire que tu as parlé à William Raymond, merci.
Ah, t'as hâte de dire que t'as parlé à William Raymond. Hein? Oui, exactement. Ça va être une belle anecdote à raconter. Pour toutes les personnes qui verront ce live, ça va rester sur les pages de Sur la Terre des Hommes, de Sur la Terre des Hommes, la communauté, et je crois aussi, mon cher Joe, sur la page de Jonathan le prof. Je vais peut-être même booster la publication. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Eh bien, sachez que ce live était une exclusivité. Okay? C'était vraiment quelque chose de très rare. Sûrement qu'il y a des gens, même des gens de Sur la Terre des Hommes, qui sont abonnés à la page Facebook, ne savaient même pas que c'était un podcast. Alors, vous le voyez, Sur la Terre des Hommes n'est pas seulement une page qui partage des articles historiques ou politiques, c'est un podcast. Et puis, nous vous invitons, Joe et moi, à rejoindre le patronat de Sur la Terre des Hommes pour pouvoir justement participer comme tout le monde dans ce live de ce soir. Eh bien, sachez qu'à toutes les semaines, nous enregistrons. C'est pas mal tout le temps le mercredi, hein, Joe? Oui, à peu près. Pas mal tout le temps le mercredi à 20h30. Alors, si vous voulez participer, si vous voulez venir jaser avec nous dans nos épisodes, allez écouter les épisodes de Sur la Terre des Hommes. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est rendu Sur la Terre des Hommes un podcast historique, un podcast d'actualité et surtout de discussion avec nos patrons pendant les enregistrements. Et ça me rend très, très heureux. Voilà. Mais tout reste quand même gratuit pour ceux et celles qui préfèrent simplement écouter. Il n'y a aucun problème. Exactement. Alors, ceux qui veulent simplement nous écouter en format podcast ou bien écouter nos épisodes sur YouTube, eh bien, sachez que ça va toujours rester gratuit. Voilà, jusqu'à la fin des temps. Alors, merci beaucoup, William Raymond, une dernière fois. Merci de ta participation. Merci à vous. C'était très sympa et on se refera ça, bien volontiers. Yes. Merci, mon cher Jonathan, le prof. Quelle belle soirée, encore une fois. Super. Merci. Et puis là, c'est la fin, le ending, comme on dit, conventionnel de Sur la Terre des Hommes. Alors, merci à tous. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube, comme j'ai dit tantôt, au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à tous nos patrons, qui sont quelques dizaines de patrons qui nous suivent, qui nous encouragent dans notre travail, qui nous supportent. Alors, merci à tout le monde. Ça prendrait 5 minutes pour remercier tout le monde, mais vous vous reconnaissez. Merci à tous nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens, les érudits et orateurs. Vous avez vu certainement une banderole défiler quelques fois pendant le live de ce soir. Eh bien, c'est ça. Pour le prix d'un café au dépanneur au Tim Hortons ou un McCafé, c'est comme vous voulez. Pour 2 $ par mois, eh bien, vous pouvez avoir accès à tout notre contenu exclusif. Et puis là, je parle bien sûr des Historia Room qui, hier, on a enregistré notre 25e Historia Room, mon cher Joe. Alors, il y a beaucoup d'heures de contenu de Sur la Terre des Hommes qui ne sortira jamais de la voûte du patronat de Sur la Terre des Hommes. Alors, visitez le patreon.com. Alors, Patreon, patreon.com, / ou / c'est comme vous voulez, SLTDH. Et puis, rejoignez-nous sur cette plateforme pour nous encourager. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté. Et puis, je salue ceux qui sont sur la communauté en ce moment de Sur la Terre des Hommes. Je vous salue. Alors, venez nous rejoindre, faites-nous une demande et puis je vais vous accepter avec plaisir. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Et puis, merci à tous. Et puis, on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonsoir.